Ici, on vient parler vélo, on vient parler cyclisme. Le coup tordu, le 404e épisode du coup tordu. Le coup tordu, c'est le podcast qui parle de cyclisme, le podcast des passionnés. Pour les passionnés, j'ai aussi un peu envie de dire sur ce que j'écoute à droite à gauche, j'ai aussi un peu l'impression qu'on devient le podcast de référence de ceux qui s'auto-proclament podcast de référence. En tout cas, on accueille absolument tout le monde. Le coup tordu dispo sur Apple Podcast, sur Deezer, sur Spotify, sur toutes les plateformes de podcast, sur la chaîne YouTube du coup tordu également. Alors dans l'épisode précédent, l'épisode 400 du coup tordu, nous étions avec Christian Kagestadt qui travaille au sein de l'agence ANG All Sport. Il travaille avec Alex Carrera, donc l'agent de Tadej Pogačar. Il collabore avec lui, il collabore avec des coureurs comme Jordan Jegad, comme Léo Bizio. Il nous a raconté un petit peu son quotidien, comment il travaille avec l'agence ANG All Sport. Donc épisode que vous retrouvez sur toutes les plateformes de podcast et également en vidéo. C'est un épisode qu'on a enregistré en studio. Vous le retrouvez en vidéo avec les images sur la chaîne YouTube du coup tordu. Je vous annonce également que je vous ai sorti un épisode. Alors un épisode qui est disponible uniquement et seulement sur YouTube. On enregistre là en ce moment, au moment où je vous parle, nous sommes le 13 janvier. On est à moins d'une semaine du coup d'envoi de la nouvelle saison avec le Tour Down Under qui va débuter le 20 février. Je vous ai fait sur la chaîne YouTube du coup tordu un guide complet, le guide complet pour parier sur le cyclisme en 2026. Alors bien évidemment, j'incite personne. Je rappelle que jouer avec excès comporte des risques, mais voilà, vous avez un épisode, on reprend un petit peu les bases, ça s'adresse aux débutants, mais ceux qui veulent aussi un petit peu réviser leur base dans le betting. Donc épisode entièrement consacré au betting sur la chaîne YouTube du coup tordu, le guide complet pour parier sur le cyclisme en 2026. Dans le prochain épisode, le 405e épisode, vous retrouverez Valentin Goss, le big boss de Side Limit qui vient de réaliser un coup énorme sur Side Limit. On va reparler dans quelques secondes avec notre invité, mais notre invité, il est là, ça fait un petit moment qu'on vous en parle. Il est le 3e membre de l'équipe Eurocycling à venir dans le podcast Le Coup Tordu, après Steph Bennett, après Thomas Perroton d'Arteb. On est hyper content de le retrouver. C'est Guillaume qui est avec nous, Guillaume Soula, dans Le Coup Tordu. Comment ça va, Guillaume ? Eh bien, ça va très bien. Plein préparatifs pour attaquer cette nouvelle saison, donc pas mal occupé. Eh ben on va parler de toi, on va parler de cette équipe Eurocycling. Alors je l'ai pas précisé, Thibaut et Enzo, vous l'avez compris, ne sont pas avec nous sur ce podcast. Vous les retrouverez bien évidemment très très vite dans le coup tordu. On vous prépare des épisodes mercato, des previews pour le Tour Down Under. Alors Guillaume, tu viens de le dire à l'instant, tu es en train de te préparer pour partir en Inde. Alors juste avant Guillaume, parce qu'il y en a qui te connaissent par rapport à Side Limit et qui connaissent ton équipe Eurocycling par rapport à Side Limit, c'est vraiment tombé juste avant l'émission. Est-ce que tu as vu la toute nouvelle équipe qui arrive sur Side Limit, qui arrive aujourd'hui sur Side Limit ? J'ai pas du tout fait attention, tu vas me dire. Decathlon. Ah voilà, donc Paul Sexas, voilà, il y aura les cartes. Mais vous y êtes, on n'a pas eu vos cartes l'année dernière, c'est parce que vous aviez pas envoyé les photos ou vous aviez pas renouvelé en 2025 ? Alors j'en ai strictement aucune idée, c'est pas moi qui gère ça. Je pensais qu'on avait renouvelé, donc je peux pas te dire. J'en parlerai avec mon collègue, mais je sais pas. Bon. Ça m'étonne parce qu'on avait été dans les premiers, ça nous avait bien plu. Je me souviens de Stéphane avec sa carte géante. C'est moi qui ça nous avait bien fait rire, donc je m'en renseignerai. D'accord, ok, en tout cas il y a toujours les cartes d'Eurocycling qui tournent sur le marché secondaire. Moi je suis ravitaillé en Steph Bennett, j'ai du jaune, j'ai du bleu, j'ai du rose et c'est souvent très utile. On va en parler dans le podcast, donc en tout cas voilà, je vous le dis pour tout le monde, on en reparlera dans le prochain épisode avec Valentin. Énorme bombe, Decathlon, CGA, CGM arrive sous licence sur Side Limit. Paul Sexas, Olaf Koy, Léo Bizio. Voilà, à combien va partir la carte unique de Paul Sexas ? On peut imaginer que ça sera du score à 4 chiffres, peut-être même plus. En tout cas, voilà, ça va faire clairement décoller les prix. Donc, on vous rappelle encore une fois, pour intégrer Side Limit, je redonne notre parrainage, coup tordu 0 avec le chiffre 0, la saison qui reprend donc très très fort et on parlera de ça dans le prochain épisode avec Valentin. Donc, Guillaume, donc tu le disais, là ça se prépare, donc Eurocycling, première course pour vous, ça sera aussi dans le calendrier de reprise de Side Limit, donc 19 janvier, ça y est, c'est reparti, vous prenez la direction de l'Inde pour une nouvelle course, je crois, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est la première édition, effectivement, très tôt dans la saison, c'est comme tu dis, 19 janvier, on est plutôt sur des courses qui se passent en Australie d'habitude, donc ouais, nouvelle course au calendrier UCI, voilà, dès qu'il y a une nouvelle course, quelque chose qui sort, qui est nouveau calendrier, on postule, voilà, toujours prêt pour l'aventure. Et effectivement, très content d'y aller. Sauf que bon, ça demande pas mal de préparatifs à cette époque de l'année, puisque
Les coureurs sont un peu éclatés partout dans le monde entier. On n'a pas reçu tout l'équipement. Comme tu peux te douter encore, des fois, il y a encore des choses à caler. C'est une première, donc au niveau de l'orga, même eux, il faut qu'ils se calent aussi un petit peu. Voilà, on voit qu'ils découvrent aussi. Donc, pas mal de boulot en termes organisationnels, que ce soit par des visas, des licences, de tout. Sachant qu'en plus, les équipes continentales sont même pas encore sorties au niveau du CI. Et qu'on court quand même sous la belle UCI. Donc, ouais, voilà, pas mal de choses à régler à gauche, à droite. Hein. Donc, bien occupé en ce moment, effectivement, pour cette course. On a hâte d'aller. Alors, Guillaume, t'as été coureur un petit moment. On va parler de ton parcours. Là, tu assumes le rôle de DS et bien d'autres choses dans cette équipe Eurocycling. Déjà, je voulais prendre un petit peu des nouvelles de ta santé. Donc, l'année dernière, en 2025, t'es devenu DS au sein de cette équipe. Sur ta dernière course, hein, c'était prévu que tu arrêtes à la fin de l'année 2024. Malheureusement, ça s'est terminé sur une vilaine chute, je crois, au Brésil. Comment tu vas, tout simplement? Est-ce que t'as totalement récupéré? Alors en fait, oui, je devais finir au Brésil, mais je suis pas tombé au Brésil. En fait, je me suis fait percuter par une voiture juste avant l'entraînement. Et je me suis fait fracturer le pied à 3 endroits, donc je me suis fait opérer 3 fois. Ça a été un peu compliqué au niveau de mon pied. Et effectivement, du coup, j'ai pas pu aller. C'était juste avant le Brésil, et donc j'ai pas pu y aller. Donc je suis terminé un peu là-dessus. Voilà, on a connu mieux pour finir, mais bon, en tout cas le pied va mieux. C'est l'essentiel. Mais voilà, ça s'est fini comme ça. J'avais jamais été tapé par une voiture en 25 ans de vélo, et ouais, ça m'est arrivé ça juste avant la dernière course. C'était le destin. Oui, bon, bah écoute, voilà, si au moins si tu t'es rétabli, c'est oui. Ouais, bon, parfait. Comment tu décrirais cette équipe Eurocycling? Parce que c'est vrai, quand on la regarde sur les réseaux sociaux, on a l'impression de voir des mecs qui s'éclatent. Quand on regarde un petit peu vos stories sur sur le compte Instagram de l'équipe, ça rigole beaucoup. Parfois il y a aussi des résultats, il y a des victoires. Donc voilà, c'est pas que un gros délire, hein. Il y a aussi de la performance sur le vélo. Toi, comment quelqu'un qui connaît pas Eurocycling, comment tu définirais ta team? Non, mais t'as bien résumé. Bon, déjà, ça fait quand même, je dis pas de bêtises, la 6e année qu'on va être continental, donc ça fait maintenant un petit moment qu'on est dans le paysage. L'idée, clairement, la baseline de l'équipe, c'est clairement d'une équipe qui veut voyager, qui veut découvrir, qui veut aller partout, faire du vélo, exporter le vélo partout et aller pédaler là où forcément on n'a pas l'habitude de pédaler. Et effectivement, avec une ambiance plutôt familiale, hein. On est quand même pour se faire plaisir, on choisit aussi tous nos coureurs dans cet objectif-là, c'est-à-dire qu'on est là pour passer des bons moments ensemble, des bons moments humains avec des gens de toutes les nationalités. Ça aussi, c'est hyper important dans l'équipe, il y a toutes les nationalités. Et voilà, mais après, ça reste du sport. Donc, on est tous dans l'équipe, c'est des compétiteurs. Nous, on a tous été des compétiteurs d'assez haut niveau. L'idée, c'est quand même à un moment aussi avoir des résultats, même si, c'est pas l'objectif, c'est pas l'alpha et l'oméga, mais bon, on essaie d'avoir cette balance qui est pas toujours évidente, hein, entre avoir des résultats, avoir une démarche sportive élevée, former des jeunes coureurs, former des coureurs qui n'ont pas accès à des courses comme nous on peut avoir en France, donc tout ce travail-là, et en même temps aussi avec ce côté entertainment, de découverte, qu'on va en Inde, on connaît pas, on n'y est jamais allé, avoir ce côté un petit peu ludique, et garder un peu cet aspect plaisir dans le vélo et cet aspect amusement, se retrouver entre nous, quoi, tout simplement. Tu sais combien de points UCI vous avez marqué en 2025? Vous regardez ça ou pas du tout? Alors, en fait, non, mais c'est intéressant. En fait, nous, on est en Océanie, donc en fait, les points UCI, ça n'a pas grande importance parce qu'au niveau de l'équipe, il y a que en gros l'Australie, la Nouvelle-Zélande et nous. Et en termes d'invitation obligatoire, comme c'est un par pays, on est forcément invitation obligatoire Océanie. Donc en termes de points UCI, ça n'a pas d'impact pour nous, sachant que invitation obligatoire en Océanie, ça n'a aucune sorte d'importance puisqu'il n'y a pas de course en Océanie. Avant, il y en avait une en Nouvelle-Zélande, mais il n'y en a plus. Donc effectivement, les points UCI, ça n'a pas d'impact, donc on les regarde pas particulièrement. Après, les points UCI, quand il y en a, c'est qu'il y a des résultats. Donc j'ai envie de dire... c'est toujours bien d'en avoir, mais sincèrement, on n'est pas là à compter les points UCI, clairement. Oui, parce qu'il y a certaines équipes, certains managers, ils te croisent dans la rue, t'as 2-3 points UCI dans la poche, ils te les prennent. Ça, c'est devenu un petit peu
C'est un peu c'est une passion. Ouais. C'est le nerf de la guerre un petit peu partout. Toi, donc, Guillaume, t'as 45 ans, t'es passé DS depuis quelques mois. T'as eu une carrière de coureur, donc t'as couru pendant 5 ans. T'as terminé ta carrière au sein de cette équipe Eurocycling. T'as eu une longue carrière. Est-ce qu'on peut dire que ton prime, là où t'as été le meilleur, là où t'as eu tes meilleurs résultats, c'est à peu près dans les années 2010? Ouais, moi j'ai un parcours un peu classique. J'ai été coureur une dizaine d'années de DN, DN1 Espoir, DN1, DN2. Et c'est vrai que fin des années 2000, 2008, 2009, même déjà 2004, 2005, mais c'était plus sur les courses qu'on connaît en France. C'est les meilleures années d'un cycliste. Donc effectivement, c'est là où j'ai eu mes meilleurs résultats sur les courses UCI. Mais on va dire que jusqu'à peu près 2014, j'ai eu des résultats intéressants. Après, effectivement, j'ai eu une coupure et puis j'ai envie de dire une seconde nouvelle carrière, entre guillemets, avec c'était en reprenant un peu le vélo et en accompagnant l'équipe en tant que coureur, capitaine de route, pseudo-directeur sportif durant les 5 dernières années. Alors, t'as quand même eu un petit passage en pro. J'ai vu que t'avais couru pendant quelques semaines dans une équipe où il y avait le très jeune Chris Neylands. Ouais, tout à fait. Il y avait pas mal de coureurs qui après ont fait un petit peu parler d'eux dans cette équipe. En fait, c'était donc 2013. On avait fait le tour du Maroc. Alors c'était les prémices de CT. On avait une équipe aux États-Unis. C'était un club avec lequel on courait entre amis. Et j'avais récupéré Mathieu Perger, je sais pas, tu dois connaître, qui était pro pendant de nombreuses années. Il n'est pas passé par Decathlon? Ouais, il a fini sa carrière chez Decathlon. Chez AG2R, ouais, chez AG2R. Et on gagne le Tour du Maroc avec Mathieu, gagne le général cette année-là, en 2013. Et ensuite, il est approché pour courir avec cette équipe continentale, aller faire le King Highleg, des courses un peu comme ça avec eux. Et il voulait effectivement avoir un grégario proche de lui. Quand tu arrives dans une équipe comme ça où tu connais personne, il voulait aller là-bas, il était OK, mais il voulait amener un coureur avec lui. Et du coup, il m'avait demandé de venir avec lui pour l'accompagner au mieux, avoir un soutien français, entre guillemets, dans son aventure. C'est comme ça que je me suis retrouvé dans cette équipe. Passer professionnel à un moment donné, à un niveau supérieur, ça a été un objectif, ça a été une ambition, ou il en a jamais été question dans ta carrière? Non, absolument pas. Moi, j'ai toujours travaillé, j'ai toujours fait du vélo par plaisir, en vivant à côté, tout simplement. J'avais pas le niveau, tout simplement. Faut être lucide. Je pouvais avoir des résultats, je pouvais être un très bon équipier, très bon capitaine de route, ça c'est sûr. Après, en termes de performance pure, il m'a manqué un petit peu pour être un professionnel comme on l'entend dans une équipe Conti Pro ou plus. Tu fais quoi dans la vie aujourd'hui? Alors aujourd'hui, moi je suis délégué régional dans une fédération professionnelle, comme un syndicat, donc je représente des entreprises. Ça fait déjà 10 ans que je fais ça. Et ça s'articule bien parce qu'il y a quand même énormément de déplacements. On en avait parlé avec Steph Bennett, donc le leader de l'équipe, qui est lui agent immobilier, qui nous expliquait un petit peu qui s'organisait avec. Il l'est toujours d'ailleurs. Alors je crois qu'il l'est un peu moins. D'accord, ok. Il est plus cycliste maintenant. Il est plus que cycliste maintenant. D'accord. C'est vrai qu'il doit faire plus de kilomètres que de ventes, à mon avis. D'accord, ok. Enfin, on en avait parlé. Il nous avait expliqué que Oui, mais c'est vrai qu'à un moment il bossait, ouais. Ouais, mais toi, comment ça va, ça s'articule, parce qu'il y a quand même énormément de déplacements avec cette équipe. Ouais, non, tout à fait, c'est complexe. C'est même là depuis l'année dernière, je suis DS, c'est même plus complexe que je donne plus de boulot presque quand j'étais coureur. J'ai un boulot en full télétravail où j'ai beaucoup de congés, où je peux m'organiser complètement, donc je peux travailler avec un ordinateur de loin. Après, j'ai bien sûr quelques obligations présentielles, mais je jongle. Je m'organise vraiment, ça demande de l'organisation, mais effectivement, de fait, pour voyager autant, il faut avoir quand même un boulot qui est nomade, entre guillemets, ça, c'est une évidence. T'as toujours vécu sur Toulouse? Toujours, né à Toulouse, et j'ai toujours vécu à Toulouse. D'accord, alors tu vas nous expliquer comment Guillaume Soula, le Toulousain, se retrouve à diriger, à être dans une équipe qui vient... Alors déjà, est-ce que dans ta vie, tu avais entendu parler de l'île de Guam avant de collaborer avec Eurocycling? En fait, pas vraiment. Ouais. C'est notre sponsor titre, la propriétaire, et des connexions qu'on avait aux États-Unis, qui, quand on a eu le projet de créer l'équipe, qui nous ont dit là-bas,
il y a quelque chose à faire, ils peuvent être partants au niveau de la fédération. Par rapport au projet qu'on avait, le lien avec l'Australie, les États-Unis, puisque Guam, sont indépendants, mais bon, ils ont des passeports américains, ils sont quand même très connectés. Voilà, on le sait, hein, ils ont une grosse base militaire, c'est à moitié de l'île d'ailleurs. Donc, je dirais que non, je connaissais pas plus que ça, mais certains connaissaient, et voilà. Et effectivement, la première fois que j'y suis allé, ça a été un peu, c'est au milieu du Pacifique, c'est un peu spécial, ouais. Raconte-nous, ça doit être. Moi, je suis passionné de géographie, toutes les petites îles, un petit peu à droite, à gauche dans le monde, encore plus celles qui ont leur indépendance ou voilà une forme d'indépendance. Moi, c'est quelque chose que tu vois depuis petit que je regarde, mais avant Eurocycling, j'étais complètement passé au travers de l'île de Guam. Je n'ai jamais entendu parler. Les gens qui connaissent, en général, ils connaissent parce que c'est une base américaine hyper implantée au niveau de l'Asie, où ils ont tout leur porte-avions, toute leur base nucléaire. Ils sont très, c'est tout ce qui leur permet d'intervenir dans tout ce qui est Asie au niveau des États-Unis. Donc voilà, moi je connaissais quand même de nom par rapport à ça. Après, c'est une île de la Micronésie. Ils sont statut indépendant. Ils ont un passeport américain, mais ils ont un gouvernement autonome. Ils sont pas du tout, c'est pas un État américain. C'est vrai que quand tu vas là-bas, tu peux passer par en gros le Japon ou les Philippines. Tu fais 6-7 heures de vol et tu arrives en gros au milieu du Pacifique. Tu as 2-3 îles autour et voilà, c'est tout quoi. Et c'est une île un peu, tu te sens un peu loin de tout. C'est marrant. C'est une île qui a eu une longue histoire aussi au niveau de la Seconde Guerre mondiale. Il y a eu il y a eu des grosses batailles avec les Japonais, entre les Japonais et les Américains. Du coup, c'est un lieu de pèlerinage. Quand on y allait, on a été assez surpris, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de Japonais, beaucoup de Coréens qui vont là-bas en vacances, qui se marient là-bas. C'est très réputé. On a découvert ça. Il y a eu beaucoup de gens qui sont morts là-bas pendant la guerre. Donc, il y a beaucoup de Japonais qui vont aussi par rapport à ça. Il y a beaucoup aussi d'épaves, beaucoup de sites pour plonger. C'est très beau, très touristique aussi, pour eux. Donc c'est un spot assez coté pour les Sud-Coréens et les Japonais. Et voilà, donc c'est vrai que la première fois que tu arrives là, tu fais 6-7 heures d'avion au milieu de rien, et puis tu arrives sur une île, qui est quand même pas très grande, on va pas se mentir. C'est vrai que nos coureurs là-bas, ils font le tour de l'île dans un sens, dans l'autre, et voilà, ils traversent, et c'est à peu près tout ce qu'ils peuvent faire, quoi. Mais pour faire simple. Comment tu te retrouves dans cette histoire ? Parce que c'est l'équipe, le projet est complètement atypique. Ça part d'où ? La connexion, elle part d'où ? J'espère que t'as un peu de temps parce que c'est quand même. Mais on a tout le temps. Non, mais c'est une histoire de vie en fait. Comment on en arrive à l'équipe si tu veux, on a couru nous avec quelques amis, dont Simeon Green qui est aussi qui court encore, partie prenante de l'équipe, qui court encore, mais qui est comme moi, qui est dans l'organisation de l'équipe, avec à l'époque Julien Chic, qui était un coureur qui a gagné le Tour du Burkina Faso, avec qui on a commencé en fait à voyager fin des années 2000. On en avait marre de faire Essor Basque, toutes ces courses-là, début de saison, tout le calendrier classique. On avait envie de voir autre chose. On a commencé par l'Afrique, Rwanda, juste par délire d'aller courir à les endroits où personne n'allait courir. Et puis au fur et à mesure des connexions qu'on a eues, on a rencontré pas mal de gens. Moi j'avais pas mal de coéquipiers australiens, je suis allé plein de fois en Australie. Mon collègue Simeon, lui, avait beaucoup de connexions aux États-Unis, il a vécu là-bas. Du coup on a croisé beaucoup de gens, et au fur et à mesure, l'équipe, on a suivi un peu la réglementation, c'est-à-dire qu'on a fait des clubs, ensuite on a eu un club américain, et puis on avait l'idée de se dire on ferait une continentale un jour. Et puis sincèrement on pensait que on n'allait pas le faire, que ça allait pas se faire. Et puis le hasard, on a rencontré Lara d'Eurocycling Trip, surtout Simeon qui vit en Australie et qui était partante pour nous accompagner en termes de partenariat, parce que c'est quand même l'essentiel d'une équipe continentale. Et dans la recherche effectivement de savoir où on pouvait faire l'équipe, c'est là où nos connexions américaines nous ont dit à Guam, il y a une fédération, il y a des gens que je connais qui ont fait les JO en VTT, qui ont fait des dynamiques, qui ont une compète, il y a des coureurs, ils pourraient être intéressés, ils sont à l'UCI. Nous, on avait l'idée quand même d'avoir des coureurs australiens, néo-zélandais, d'avoir une base plutôt océanienne à la base. Donc, on les a contactés. Et puis, Lara, Eurocycling Trip, ça vend des voyages, en fait. C'est une compagnie qui vend des voyages à des Australiens, des Américains sur l'Europe, des séjours de voyage. Et donc, elle avait aussi l'idée de faire du business un peu avec eux.
Donc voilà, on est rentré en contact en termes de business, elle est rentrée en contact, et puis la fédération était intéressée pour accueillir une équipe, mais aussi surtout développer le vélo chez eux, parce que voilà, en Océanie, il n'y a pas beaucoup de confédérations, hein. Il y a la Nouvelle-Zélande et l'Australie, c'est la plus petite confédération au niveau de l'UCI. Même l'UCI cherchait aussi à développer le vélo sur ces territoires-là, faire des jeux du Pacifique, des choses comme ça, des jeux des îles. Donc, j'étais content d'avoir un petit peu de dynamique et pas juste l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Donc, projet plutôt bien accueilli par la confédération aussi au niveau de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande. Et voilà, donc discussion, on y allait, on allait voir là-bas et effectivement voir les coureurs aussi locaux, parce qu'il fallait quand même voir un petit peu ce qu'il y avait comme coureurs. Et finalement, tout s'est mis bout à bout et on a réussi effectivement à créer l'équipe, à faire enregistrer l'équipe à Guam et à lancer le projet avec une base de développer, d'aider la fédération, d'aider les coureurs structurés, ce qu'on a fait rapidement, puisque on a réussi à envoyer quand même des coureurs au championnat du monde espoir, chrono et route au niveau de Guam dès la deuxième année. Donc déjà on était dans cette logique de les aider à se développer eux, pour rendre possible pour certains coureurs, pour les quelques-uns qui peuvent bouger, parce que c'est compliqué pour eux de bouger, bien évidemment ils sont loin de tout, mais au moins d'avoir cette possibilité, on en a deux, on va dire, surtout qui ont cette volonté de bouger, donc leur permettre d'évoluer, puis essayer aussi de continuer dans notre logique qu'on a toujours développée, c'est-à-dire avoir des coureurs de toutes les nationalités, et puis continuer à se faire plaisir, à voyager, en essayant de mettre une première marche, de développer l'équipe. Dans un premier temps, on continue là-bas, puis de voir ce que ça peut donner après en termes de partenaires, chercher d'autres partenaires et continuer à faire développer l'équipe et ainsi de suite, quoi. Alors Guillaume, tout simplement. Il y a quelques secondes, tu nous parlais de la Nouvelle-Zélande. Alors moi, il y a une anecdote, que Thomas Perroton nous avait déjà raconté un petit peu, mais voilà, j'aime bien l'entendre celle-ci. Alors on va revenir en 2023. Alors c'était la toute première course de Side Limit. Hein, je le rappelais en début d'épisode. On a Decathlon, CGA, CGM, on a Paul Sexas qui arrive sur Side Limit. Mais au tout début de Side Limit, c'était aussi les débuts du podcast Le Coup Tordu. Donc vous étiez la deuxième équipe qui arrivait sur Side Limit. Il y avait une équipe Yeolo d'ailleurs, je crois, qui a fusionné aussi. Vous avez récupéré un peu le sponsor, si je dis pas de bêtises. Et on a récupéré le sponsor, effectivement. Voilà, donc donc vous étiez au départ. Donc nous, on s'était tous fournis en carte des coureurs d'Eurocycling. Donc il y avait toi, Simon Green, t'en parlais. Enfin voilà, il y avait plusieurs coureurs. Et donc la toute première course de l'histoire de Side Limit, c'était la New Zealand Cycle Classic. Et donc voilà, on suit la course tant bien que mal avec les réseaux possibles. Enfin voilà, on essaye de suivre ça courait en pleine nuit. Le jeu était lancé et à la fin de la première étape, on voit DNF, et quelques mois après, on a appris ce qui s'était passé. Alors Guillaume, tu vas nous raconter cette histoire. Déjà très 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 beau parcours, dommage que la course n'existe plus, mais il s'est quand même passé un truc un peu particulier sur cette course pour l'équipe Eurocycling et pas que pour l'équipe Eurocycling. Ouais, c'est vrai que petite anecdote sympathique effectivement. Donc oui, on arrive là, c'est vrai qu'il y avait la petite tempête un peu dans la zone au niveau de Wellington et effectivement là, beaucoup de pluie, ça brassait, beaucoup de coulées de boue sur la route, quoi. Donc première étape horrible, des trombes d'eau. En plus voilà, c'est janvier, donc on pense que là-bas c'est l'été, mais il faisait 8 degrés, enfin c'était franchement un calvaire. Et donc de l'eau, des projections dans le visage tous les coureurs pendant toute l'étape. Et puis le soir on sent qu'il y en a, on en voit un ou deux commence à pas être bien, à vomir, ainsi de suite, dans plusieurs équipes, on parle avec les autres, on pense intoxication alimentaire parce qu'on mangeait un peu tous au même endroit, puis on voit que c'est presque ça. Pas même tel que nous. À la fin, c'est presque ça. Ouais, voilà. Et puis, à la fin, c'est presque ça. Et puis, au final, quand on parle avec les gens, ils disent, mais c'est normal. Ça, c'est effectivement, vous avez toutes les déjections des vaches, des moutons dans les champs. Ça se répand sur la route. Et puis, vous avez pris des projections. Et c'est ça rend malade. C'est bien connu chez nous, quoi, en gros. Et là, on a dit, mais non. Et voilà. Donc là, ce qu'on pensait être un peu de boue sur la route, c'était en fait plus de la merde que de la boue et ça nous a la moitié du peloton était malade facilement, ça avait été un carnage effectivement. C'est quoi l'endroit parce que voilà, t'en parlais tout à l'heure, hein, vous avez voyagé dans tous les endroits de la planète, l'endroit le plus fou dans lequel tu as roulé en compétition?
Il y en a plusieurs. Physiquement et sportivement, le plus dur, c'était le Qinghai Lake en Chine à plus de 3-4 000 mètres d'altitude. C'est dingue, t'es le deuxième qui nous en parle. Lucas de Rossi, le fameux col autour du lac, là. Ouais, c'est ça, c'est la course autour du lac, du lac Qinghai. Je l'avais fait donc en 2013. Il nous a dit pareil de Rossi, pareil, Lucas. On passait des cols à quasiment 4007, 4008. Ouais. C'est du 3%, t'es à 12 à l'heure, tu vois plus la route. J'étais avec un mec de la Pomme, je me souviens. On dormait pendant 4-5 nuits à plus de 3000, t'avais l'impression que t'allais faire une embolie pulmonaire, tu te réveillais la nuit, t'arrivais plus à respirer. C'était quand même, passer des cols à hauteur de Mont Blanc, plus haut, c'est vrai que franchement, physiquement et sportivement, pour moi, c'est vraiment l'endroit le plus difficile et le plus, on va dire, voilà. Après, tout ce qui est Afrique, humainement, et c'est vrai que des fois, t'arrives dans des endroits au milieu de rien, dans la brousse, c'est quand même assez sympathique. Enfin, le contraste est fort, on va dire. La course la plus relevée. Est-ce que c'était vous avez fait une semi-classique, je crois, en Espagne en 2024, qui a été au mois de juillet, qui avait été remportée par Ayuso. Est-ce que c'était... Ouais, tout à fait. On a couru en Espagne avec UAE. Je pense quand même que c'est l'année dernière, le Tour des Asturies, il y avait aussi UAE avec Movistar qui se sont tirés la bourre sur 4 jours. Donc c'était plus une course à étapes, donc plus long à se faire taper dessus. En termes de niveau, je pense que le Tour des Asturies, c'est la course la plus relevée. Mais les courses en Espagne en général, il y a toujours un beau plateau. Et en termes de niveau, c'est celle-là, effectivement, celle où il y avait entre guillemets le plus de champions. Et après, c'est pas forcément les courses les plus dures. Même moi, je préfère faire une course comme ça, classée avec UAE, qu'aller faire une pauvre étape du Rhône-Alpes-Isère Tour ou du Tour de Bretagne avec 200 enragés où ça frotte à tous les virages, où tout le monde joue sa vie. Là, parce que c'est plus structuré quand il y a des équipes de très haut niveau. Complètement. C'est-à-dire que chacun à sa place, ça frotte. Alors, surtout en Espagne. En Espagne, les routes sont larges, les mecs, je sais pas si c'est le climat, mais tout le monde est plus tranquille. L'échappée part vite, ça contrôle, toutes les équipes mettent. Puis après, quand ça met en route, c'est terrible, mais tu peux passer la moitié de la course dans les roues, on va dire, c'est tes zones 2, c'est pas non plus, ça va. Après, bien évidemment, quand arrivent les difficultés qui mettent vraiment en route, tu souffres pas longtemps, j'ai envie de te dire, mais au final, c'est pas forcément, c'est pas les courses les plus dures où dès le départ, tu sais pas comment ça va tourner, avec des chutes ou des courses qui se passent dans tous les sens, comme on peut voir des classes 2 en France, qui sont sacrément horribles à courir. Enfin, c'est mon avis, mais mes collègues le partagent aussi. Ah oui, non, mais c'est vrai, quand on regarde le Tour de Bretagne, c'est une très belle course à regarder, elle est diffusée sur YouTube, mais c'est la guerre, c'est une guerre, mais on voit que c'est comme tu le dis, c'est 200 mecs qui viennent pour chercher un contrat, quoi. On court pour bouffer, quoi. Oui, je vois. Oui, c'est ça. Tout à fait. Tout à fait, ça. Je vois complètement ce que tu veux dire, Guillaume. Alors aujourd'hui, t'es passé directeur sportif, donc on le disait chez Eurocycling. C'est toi, donc j'imagine que tu t'occupes aussi du recrutement des coureurs. Tu t'en occupais déjà un petit peu avant aussi quand t'étais coureur, non ? Oui, depuis que j'ai cours pour l'équipe continentale, en gros, je suis en pré-retraite, c'est-à-dire que j'avais déjà 37-38 ans. Mon rôle, c'était surtout de transmettre, parce que en France, on a quand même l'avantage, c'est que en tant que coureur, on a quand même un gros bagage technique par rapport aux autres pays. En termes de sciences de course, donc c'est vrai que c'était transmettre. Donc j'étais déjà, disons que j'étais coureur, mais je faisais les briefings, j'étais déjà entre guillemets directeur sportif, tout en courant, tout en essayant d'apprendre aux autres et tout en essayant de les aider au maximum. C'était mon rôle déjà, même en courant. Donc c'est vraiment la continuité de ce que je faisais. Alors certes, en pédalant, c'est plus facile dans la voiture maintenant, mais c'est quand même, je fais globalement la même chose que ce que je faisais déjà depuis que je suis dans l'équipe Conti chez SCT. Alors comment ça se passe, le recrutement d'un coureur ? Comment on se retrouve chez Eurocycling ? Alors on avait une base quand on a créé l'équipe, déjà, qui est une base qu'on a eu de gens, d'amis qui ont couru, de connexions qu'on a eues, mais sincèrement, il n'y a pas de process particulier. C'est beaucoup la cooptation, c'est-à-dire des gens avec qui on a couru, qu'on a rencontrés, avec qui on a sympathisé, qui étaient dans l'état d'esprit. Ça, c'est la chose primordiale, parce que quand tu voyages,
Je veux dire, il faut pas arriver et attendre que le mécano ait mis le vélo bien placé, voilà, ou que ta valise soit au pied de ton hôtel. Je veux dire, on veut des gars débrouillards qui savent voyager, qui sont dans un groupe et dans un collectif facile à vivre. Donc sur les courses, on les voit les gars, quoi. On voit vite comment ils se comportent, on voit vite la mentalité, donc ça c'est essentiel. Et en fonction des connexions qu'il y a, des profils, et voilà, sachant que nous, on prend des coureurs un peu de toutes les nationalités, de toute façon, donc on essaie aussi d'avoir toujours cet équilibre-là, qui nous est aussi imposé par la réglementation au niveau du CI. Mais il n'y a pas de process. Des fois, on reçoit tellement de CV que on recrute pas par CV, honnêtement. Voilà, c'est quasi impossible. D'accord, ouais, vous avez beaucoup de demandes. Ouais, bah oui. Mais c'est pas notre équipe. J'adore recevoir des courbes de puissance, mais j'ai envie de dire aujourd'hui tout le monde a super 20 minutes, tout le monde a super 30 minutes. Voilà, c'est pas ce qui va m'intéresser. Ce qui va nous intéresser, c'est voir le gars, des parcours atypiques aussi. On en a quelques-uns. Voir comment ça peut se passer dans l'équipe. Voilà, c'est du ressenti. C'est ça l'ancienne encore un peu. On est un peu les derniers, quoi. Faut pas. Voilà. La dernière équipe qui ne regarde pas les watts quand elle recrute un coureur. Après, ouais. Voilà, tu dis que tu regardes pas les watts, mais enfin, j'imagine qu'il y a quand même un petit niveau requis pour intégrer l'équipe. Je regarde les résultats, c'est-à-dire que tu vois vite le mec. Si tu vois sur PCS aujourd'hui, on a quand même en termes de data, on a tout. On voit quand même si le gars est pas limité. Je veux dire, quand je dis on regarde pas les watts, c'est très difficile de recruter un gars juste comme ça. Faire du vrai scouting, c'est pas simple. Tu peux avoir des bonnes, tu le sais très bien, les watts c'est bien, mais en course, savoir les mettre au bon moment, savoir comment tu cours, savoir la lecture de la course, il y a plein de paramètres qui rentrent en compte. Donc on regarde effectivement un peu le vécu, on regarde un peu le passé, ce qu'ils ont fait dans le passé, et après on voit aussi ce qu'on a vu nous sur le terrain. C'est vrai que en gros quand même, faut que j'ai vu les mecs en course. On n'a jamais pris quelqu'un qu'on connaissait pas, en gros. Et s'il y a un agent qui se pointe, c'est mort. Hein. C'est de l'humain. Il n'y a pas d'agent à Eurocycling. Non, les coureurs n'ont pas d'agent. Après, c'est pas le but. De toute façon, pour un agent, il faut avoir des contrats à négocier. Et comme nous, les mecs sont pas payés, j'ai envie de te dire, il n'y a pas besoin d'avoir un agent pour être chez nous. Bien sûr. Et mais alors inversement, Guillaume, est-ce que ça t'est déjà arrivé de refuser un coureur qui était sur le papier vraiment fort, voilà, qui aurait pu apporter des résultats, mais où tu t'es dit, lui, ça collera pas, il est pas dans l'état d'esprit? Oui, ça nous est arrivé souvent. D'accord, ok. Ça nous est arrivé avec des coureurs de nationalité, mais des Hollandais, des mecs comme ça, des Allemands. On voyait que les mecs étaient vraiment forts, mais on voyait que c'était j'allais dire, tu voyais que dans un groupe, les mecs, il allait être, sur son téléphone tout le temps, qu'il est dans la course, tu lui parles, il répond pas, il n'y a pas d'interaction, tu sens que le mec, il est dans une sorte de bulle, et du coup, ça, c'est clair que ça nous est arrivé d'avoir ce genre de profil très fort, mais qui nous intéressait pas humainement, tout à fait. Ouais. Ça arrivait beaucoup de fois. Alors Steph Bennett, clairement, on peut le dire, c'est le leader de l'équipe. Il a eu des gros résultats. Il est revenu dans l'équipe cet été. De tête, il gagne au Brésil. Il gagne une étape au Brésil, c'est ça? Ouais. 4 au général. Ouais, 4e au général. Enfin voilà, je parle souvent de lui. On l'avait reçu dans le podcast. Il nous avait parlé notamment du profil de détection en France. Où passé 25 ans, tu sors des profils de détection. Lui, il a démarré le vélo sur le tard. Mais moi, je pense que voilà, il a ses victoires, il a sa carrière. Il peut en être très très fier. Mais je pense que vraiment, la France est passée à côté d'un grand talent. Je pense qu'il y avait encore plus haut. Et il est loin d'en avoir terminé. Peut-être même encore aujourd'hui, à plus de 30 ans, l'entraînant correctement. Il pourrait aussi, dans une structure, il pourrait aussi, je pense, rendre des services à pas mal d'équipes. Moi, en tout cas, j'adore. Est-ce que dans le process de recrutement pour cette année qui arrive, 2026, est-ce qu'il y a aussi une réflexion d'aller chercher des mecs qui, sur certains spots, vont l'aider pour aller tenter d'aller chercher des résultats encore meilleurs? Alors, effectivement, Steph, nous, on a des coureurs qui marchent, on a eu des coureurs qui ont des résultats, mais c'est vrai que Steph, c'est un champion. Clairement, c'est un champion. Je le connais bien. Il est Toulouse, on est potes. Comme je te disais, les histoires de vie, tu vois, Steph, c'est typiquement ce que tu as dit. Pourquoi nous on évite de prendre les Français, des coureurs de DA, il y en a beaucoup qui postulent, mais pourquoi Steph, hormis le fait que bien sûr je le connais, donc humainement je sais à qui j'ai affaire,
c'est un mec qui aurait dû être chez les pros entre guillemets, mais pro team minimum. C'est une anomalie en fait. Donc effectivement, le prendre avec nous et lui permettre de faire des belles courses avec des belles équipes pour montrer que voilà, il y en a qui ont raté quelque chose, ça me plaît, tu vois. Ouais, c'est vraiment un process qui me plaît parce que je trouve que c'est le vélo c'est pas le vélo que je déteste, mais c'est comme tu rentres pas dans les cases et du coup tu passes à travers. Il gagnait, on lui disait tu gagnes l'année prochaine les Coupes de France, et typiquement tu te retrouves avec un mec comme ça où moi j'ai couru en Espagne avec lui, il restait un seul mec de Total dans le peloton, il était encore là, Stéphane, tu vois. Je veux dire, il avait sa place. Voilà, donc clairement lui il a couru un peu en Martinique, voilà, c'est aussi pour lui le vélo c'est un métier, hein, donc il y a aussi en fonction des contrats qu'il peut avoir. Mais c'est vrai que là, on a pu le récupérer, on a pu trouver une orga ensemble et clairement cette année, déjà la fin de saison dernière, mais l'idée au niveau de l'équipe, c'est clairement de l'accompagner pour qu'il performe et que vraiment cette année on a vraiment, contrairement aux autres années, j'ai envie de te dire, cette année on a vraiment un objectif de résultat avec lui et de l'accompagner au mieux avec les autres coureurs pour qu'il vraiment y performe. Et effectivement, des coureurs qui avaient des résultats chez nous, mais qui leur manquaient pour faire les top 10, mais un petit cran, ils sont dans la logique de bosser pour lui, tout en sachant que le vélo, parfois il y a des opportunités qui s'ouvrent quand Stéphane peut se faire enterrer, il peut y avoir quand on a un coureur comme ça qui peut attirer l'attention, ça peut donner des ouvertures pour les autres, donc ça peut aussi ouvrir des voies pour nos coureurs, mais clairement on a essayé de créer une équipe autour de lui. Ah oui, puis il nous l'avait expliqué dans le podcast, lui courir pour la deuxième place, ça ne l'intéresse pas. D'ailleurs, il retourne un Tour de Guadeloupe, sa deuxième victoire de cette manière, en attaquant Alexis Brunel d'entrée sur une étape décisive. Je sais plus combien il avait de retard au matin de l'étape, peut-être je crois 3-4 minutes. Enfin, c'est un coureur très offensif. Je sais, j'étais là, je courais. J'étais en équipe avec lui. Et oui, on avait contrôlé, on avait tout fait pour qu'il se retrouve en situation. Oui, il court pour la gagne. Même sur Zwift, il fait une course, il fait deuxième. Il m'a écrit 8 messages aujourd'hui pour expliquer que comprenait pas comment il avait pu se faire battre. Il expliquait que c'était que Zwift et qu'on s'en foutait un peu, que voilà. Mais oui, non, c'est un vrai compétiteur dans l'âme. Il faut le gérer aussi, hein. Il a son petit caractère, hein, le coquin. Oui, voilà, exactement. Ça, c'est mon boulot, mais oui, c'est pour ça que c'est. Non, je suis content qu'on est dans l'équipe. Ça me fait, c'est un super mec, et puis voilà, cette année, on a quand même des belles classes 1, on va avoir des belles courses, et puis ici, après, à lui, hein, il est plus tout jeune, les années, là, il a encore un très haut niveau, mais je pense que cette année, il a vraiment, s'il peut donner des regrets à pas mal de gens, j'en serais content. Alors donc, clairement, là, la course en Inde qui débute le 19 janvier, clairement, là, il y a déjà une ambition, un objectif de résultat d'entrée, quoi. Oui, on y va pour gagner, mais après, il faut quand même être lucide. Le parcours est pas exceptionnellement dur. D'accord. Stéphane, c'est quand même un grimpeur. On a une étape un peu difficile. On a une start list assez élevée quand même. Il y a vraiment toutes les belles équipes d'Asie. On est en janvier. L'Inde s'est polluée. On sait pas trop où on met les pieds. Donc bon, c'est un peu aléatoire on y va dans l'objectif pour que Stéphane fasse le meilleur place possible. Donc pour lui, c'est la gagne. Mais maintenant, on n'en tirera pas des conclusions particulières juste sur cette course, quoi, qui arrive quand même tôt et dans des conditions qu'on maîtrise pas complètement. Il faut être quand même. Après, s'il y avait de la haute montagne, je serais peut-être plus serein, mais bon, c'est pas trop le profil de la course. Alors, il y a un autre coureur qu'on a reçu dans le podcast qu'on adore dans le coup tordu. Notre champion olympique Thomas Perroton d'Artey, qui est aussi policier, donc qui a été aux Jeux paralympiques de Paris, qui a gagné la médaille d'or, donc qui se projette il l'a dit un petit peu partout, il se projette déjà sur Los Angeles 2028. Ça approche, mine de rien, c'est dans 2 ans et demi. Comment ça s'est passé la connexion avec Thomas, et est-ce que vous avez aussi un rôle, j'imagine aussi pour l'aider à remplir ses objectifs au niveau de l'handisport où il perf, où il ramène des médailles pour la France? Alors complètement. Bon, Thomas, déjà, c'est un très bon ami à moi de très longue date, hein. On a couru en amateur ensemble, dans le Sud-Ouest, on se connaît tous, donc c'est un ami, hein. On a fait des 400 coups ensemble. Donc effectivement, après son accident, et quand il a décidé, il lui a fallu un peu de temps d'aller vers le paralympisme, hein, vers des compétiteurs handisport. C'est clair que il avait cet objectif à la base de Paris, et c'est vrai que complètement, quand je te disais que nous on aime les
des profils un peu atypiques. On aime accompagner des gens dans des parcours un peu, dans des choses un peu différentes. Typiquement, Thomas, c'était de l'accompagner sur Paris. Tout ce qu'il a fait, il se le doit. Et nous, il s'est gagné. Il a tout le mérite revient à lui. Et nous, vraiment, on était là pour lui proposer un programme pour qu'il puisse réparer Paris. Il a fait des grosses courses avant Paris. On est allé au Canada, on est allé au Maroc. On a vraiment fait tout ce qu'on pouvait à notre niveau pour qu'il puisse arriver avec une dent de plus que les autres pour vraiment essayer de performer, ce qu'il a fait. Hein. Il aurait dû même faire le doublé s'il courait un peu mieux. Mais non, mais j'aime bien le taquiner. Il m'écoute. Je le chambre souvent sur son sprint avec l'anglais. Et clairement, la suite elle est limpide pour lui. Hein. Il s'est projeté assez rapidement sur Los Angeles, donc l'idée là aussi, hein, ça va arriver vite. Hein. Et en dans le vélo, il faire des courses de haut niveau, ça permet quand même de garder un avantage, hein, clairement. Donc on va continuer à l'accompagner. Il vient en Inde justement. Après il a aussi son calendrier en e-sport. Donc on fait avec lui en fonction de son calendrier. Dès le début de saison, on connaît ses objectifs en e-sport. On voit nous comment on peut caler les courses avec lui. Et l'idée, c'est qu'il puisse performer sur les championnats du monde et les championnats d'Europe tous les ans et les JO quand ça arrive effectivement. Donc c'est clairement le boulot qu'on fait avec lui à ce niveau-là. Alors, vous en êtes où dans le recrutement pour 2026? Il y a des nouveaux coureurs qui vont intégrer l'équipe? Alors, des nouveaux coureurs, pour l'instant, on n'a pas encore clôturé l'effectif. On n'a pas enregistré on est limité à 16 coureurs en conquis. On n'a pas enregistré encore 16. On se donne encore une marge de manœuvre au fur et à mesure de la saison. On a gardé tous les coureurs qu'on voulait garder. En termes de nouveaux, l'année dernière, on a fini la saison avec un coureur hollandais, Jordi, qu'on va garder, qui est justement dans le vent, qui peut aussi placer un peu Stéphane, qui est dans une logique un peu de l'accompagner sur les étapes qui sont un petit peu des étapes un peu plus difficiles où on n'a pas des profils un peu comme ça qui peuvent aller au charbon et frotter et faire la place entre guillemets. Donc on a un coureur comme ça qui est nouveau dans l'équipe. On a recruté un Français, ce qui est assez rare pour le coup, mais on a recruté Owen Musset, qu'on a vu, avec qui on a couru au Maroc. Il courait pour la défense, l'équipe de France de la défense, qui a un parcours aussi, lui, une histoire de vie un peu particulière, qui m'avait touché, jeune coureur, qui court beaucoup en Bretagne, qui court en national, mais qui super mec, et qui connaît très bien Stéphane, et effectivement, lui aussi, dans cette logique, comme Jordi, de pouvoir l'accompagner sur les parties, on va dire, pas forcément pas dans les montées, mais sur toutes les étapes, on va dire, de transition, avoir des mecs autour de lui qui peuvent bouffer du vent et l'encadrer au maximum. C'est vraiment les deux coureurs qu'on a recrutés en plus. Des coureurs qu'on a déjà, notre Australien Taj, notre Anglais Hugo, notre Canadien David, qui sont eux des coureurs qui peuvent l'accompagner plus dans la montagne, qui ont déjà eu des résultats, des top 10 sur des classes 2, des coureurs performants et solides, qu'on a conservé justement dans cette idée de les amener. Et aussi qu'ils puissent apprendre. L'idée aussi, c'est que pour eux, ils continuent, même s'ils commencent à être plutôt 23, 24 ans, 25 ans, mais qu'avec Stéphane puisse aussi leur transmettre, parce qu'on est aussi sur ça. L'idée, c'est que Stéphane, lui aussi, c'est ce qu'il veut, mais aussi, continuer aussi dans cette idée de transmission, performer, mais que lui aussi puisse les aider avec sa science de la course, à montrer comment on court, parce que forcément, donner des consignes, c'est bien, mais voir Stéphane courir, parce qu'il court vraiment bien, bien s'inspirer de comment il court, et le mettre à rouler, tout ce genre de choses qu'un leader décide, c'est intéressant pour nos coureurs qui sont pas toujours, qui peuvent avoir quelques lacunes encore, d'avoir un coureur comme ça pour les tirer vers le haut. Vous avez une connexion aussi avec l'équipe, Steph, qui avait fait la première partie de saison avec la jeunesse, l'équipe de la jeunesse martiniquaise. C'est là d'ailleurs avec cette équipe qu'il a couru le Tour de Guadeloupe, et après il vous a rejoint. Il est revenu à nouveau à Eurocycling, et il y a un partenariat qui est lancé avec cette équipe aussi. Ouais, tout à fait. Là clairement c'est Steph l'initiateur. Nous on a couru en Guadeloupe, à Guam, on a toujours fait les îles, on a toujours aimé. Donc effectivement, quand il m'a parlé de ce partenariat, c'est un peu les mêmes problématiques. Alors en Martinique, c'est un peu différent. Il y a une grosse culture vélo, mais les coureurs, ils ont un peu de mal à sortir. Une fois qu'ils sont sur leur île, ils vont en Guadeloupe, mais la métropole, c'est un peu compliqué. Souvent, c'est difficile.
Et voilà, les gars, on essaie de trouver des opportunités autres que juste se dire, ils vont venir en métropole, ils vont attaquer la saison dans le froid, les sorts. Bon, ça va être un choc un peu culturel et surtout physiologique. Donc l'idée de ce partenariat, c'était Stéphane, il a sa licence là-bas, ça fait 3 ans qu'il est en Martinique, il est hyper impliqué en Martinique avec son club là de la JC 231. Donc l'idée, c'était de bosser ensemble, de voir s'il y avait des profils, parce que nous, on peut prendre des stagiaires à partir d'août, des espoirs en tant qu'outil. Donc, essayer de voir s'il y avait des coureurs en début d'année qui repèrent, travailler avec eux, que Stéphane pourrait accompagner aussi. Alors là, c'est son lien à lui avec Lille, et que nous, on pourrait prendre stagiaires derrière, en gros, à partir de août, pour essayer de leur faire découvrir des courses un petit peu différentes que juste aller faire des élites en France, quoi, entre guillemets, et voilà, leur montrer un peu autre chose, quoi. Donc les sortir de Lille, comme on fait avec les coureurs de Guam, comme on fait avec... Voilà, ça rentre dans la philosophie de l'équipe. Mais s'il fait ça, Steph, c'est qu'il a dû sentir quand même qu'il y en a peut-être un ou deux qui avaient quelque chose à creuser, quoi. C'est comme ça qu'il me l'a vendu, en tout cas. Ah bah oui, j'imagine. Oui. J'imagine. Oui. Non, mais il y a des super coureurs pour courir en Guadeloupe, pour connaître un peu les gars. Il y a des bons coureurs, il y a des bons profils, clairement, qui ont besoin des fois qui courent dans des petits pelotons. Donc quand ils arrivent dans des gros pelotons, des fois c'est complexe. Quand on parle du Tour de Bretagne, des courses comme ça, et sur des courses qui sont quand même un peu différentes en Asie, t'as des courses quand même où ça frotte pas, les routes sont plus larges, les pelotons sont plus d'une centaine de mecs. C'est quand même, ça roule vite, le niveau, les meilleurs mecs sont très forts, mais en termes de placement, de choses comme ça, l'adaptation est quand même plus simple que te mettre sur arriver, aller faire Bordeaux-Sainte ou Manche-Atlantique, tu vois, c'est pas tout à fait le même truc. C'est quand même, c'est un peu différent, et c'est quand même, ça permet à des mecs justement de voir autre chose, et j'espère qu'il a un ou deux mecs, je compte sur lui, mais il m'a dit que oui, donc on verra. Ok, on va suivre tout ça. Donc le calendrier, Guillaume, pour cette année, donc il y a le Pune Grand Tour, donc la course en Inde, une nouvelle course en Inde, qui va lancer le calendrier UCI pour cette année 2026, qui va débuter la veille du Tour de Under. Je le rappelle, je le redis, donc Decathlon, CGA, CGM arrivent sur Side Limit, mais sur Side Limit, on met des coureurs sur toutes les courses. Voilà, moi je le dis, Steph Bennett sera leader et capitaine de mon équipe de Ligue 1 sur Side Limit, vu que j'ai sa carte unique. Il y a une seule carte unique, c'est moi qui l'ai. Donc après, vous êtes prévu sur le Tour de Taïwan, le Tour de Bosnie-Herzégovine, de Bosnie-Herzégovine. Donc voilà, je suis sur Pro Cycling Stats. Ensuite, vous allez en Azerbaïdjan. T'attends d'autres invitations? Oui, alors les invitations, c'est toujours compliqué. J'ai envie de dire, on en a déjà pas mal. On devait aller aux Philippines en février, et malheureusement la course est annulée ou reportée. Parce que les Philippines, c'est pas loin de Guam, donc on essaye de caler au moins une course par mois, en termes de calendrier, plus si elles sont en Europe. Donc là, déjà, on a un peu de visibilité jusqu'à mai, mais oui, on attend beaucoup d'invitations, voilà. Mais on essaye de trouver un mix entre des courses, là, il nous manque des courses, j'aimerais bien qu'on ait quelques courses un peu plus de haut niveau, comme retourner autour des Asturies ou des courses en Espagne, et trouver l'équilibre avec des courses un peu plus exotiques, où aussi les coureurs peuvent se faire plaisir, aussi en termes de résultats, avoir un mix comme ça. Donc on attend d'avoir un beau calendrier, puis c'est sûr que les invitations sur des équipes comme nous, il faut pas espérer avoir une invitation 6 mois à l'avance. En général, on boucle c'est toujours comme ça, on le sait toujours un petit peu. Il faut avoir une flexibilité. D'ailleurs, les coureurs, c'est un peu la difficulté. Préparer les objectifs, c'est compliqué. Il faut savoir, des fois, il y a une course qui tombe. Peut-être que là, en février, une course va tomber, et il faut être OP, quoi. Donc ça, c'est la petite difficulté c'est pas que nous, toutes les équipes de notre type ont la même problématique. Les calendriers, j'en parle avec tous mes collègues d'équipe Conti. C'est la galère. Les organisateurs, attendent le dernier moment, voir s'ils peuvent voir mieux. Donc c'est toujours un petit peu compliqué. C'est une question, c'est un sujet, et le calendrier qui est pas simple, mais bon, on arrive toujours à faire. À la fin de l'année, on est toujours content du calendrier. Donc voilà. Steph, ça lui dirait pas de faire les championnats de France? On n'a jamais vu de coureur d'Eurocycling au championnat de France, si je dis pas de bêtises. Alors, il peut pas faire le championnat de France parce qu'il n'a pas une licence professionnelle, il a une licence élite. Parce qu'il n'a pas un contrat UCI rémunéré, il a un contrat UCI non rémunéré, donc il peut pas faire le championnat de France professionnel. D'accord. Okay. Réglementation, oui, bon. Par contre, il pourrait faire le championnat amateur. Non plus. D'accord, ok, bon, comme ça, c'est voilà. Oui, mais du coup, il peut faire
des courses élites nationales en France. Bon, oui, alors que normalement le règlement UCI c'est un peu différent. Ouais, en France on a des règlements qui nous sont, comment dire, propres. C'est la France. D'accord, oui, Voilà, mais c'est vrai que oui, tous mes autres coureurs font les championnats nationaux. Là, j'en avais en Australie. Hein, il a vu Luc Plapp en direct faire n'importe quoi au championnat d'Australie. Il nous a raconté, c'est assez marrant. Mais oui, nous en France, ouais, Stéphane peut pas faire de France et c'est vrai que c'est un peu dommage, je trouve. Ah oui, Taj Muller qui était sur le championnat d'Australie. Ouais. Tout à fait, ouais. Ok. C'est un objectif de retourner avec Steph sur le Tour de Guadeloupe cette année. On sait que c'est sa course, hein, c'est son main event. Il l'a remporté 2 fois. Il a fait une fois deuxième. C'est un peu le coureur emblématique de cette course. La deuxième année d'ailleurs, je crois, il le gagne avec le maillot d'Eurocycling. C'est ça? Ouais, il gagne avec. Ouais, tout à fait, ouais. Ouais. Ah ouais, et puis on y est retourné l'année d'après, on y est retourné pour essayer qu'il fasse le triplé, mais bon, il avait chopé le Covid pendant la course, donc voilà, ça anéantit ses espoirs. Ouais, clairement, la Guadeloupe, ça rentre complètement dans le genre de course qu'on veut faire, mais c'est très compliqué d'avoir une invitation. Hein. D'ailleurs, j'en appelle au président Théobald, président du comité de Guadeloupe, s'il écoute. Ben voilà, non. On aimerait vraiment revenir avec Stéphane, avec une belle petite équipe pour faire honneur à la course qu'on a toujours fait. J'espère que on a postulé, qu'il pourra entendre ce message. Double vainqueur, deuxième l'année dernière, ça serait quand même assez dingue de pas avoir l'invitation. Bah pour l'instant, voilà. C'est pas toujours simple, hein. Ouais, voilà, c'est pas toujours simple. Voilà, on n'a pas été repris. Dès qu'on avait plus Stéphane l'année d'après, là, quand on avait repostulé, ils nous avaient pas pris. Bon, alors qu'on avait justement une équipe qui collait bien à la course, c'est-à-dire avec des mecs qui marchaient un peu, mais qui allaient pas non plus complètement écraser la course, ce qui est quand même l'objectif, il me semble, pour une course comme ça. Bon, après c'est une question de vision, mais ouais, j'espère que Stéphane, après, je pense qu'il va un peu faire de lobbying, et puis. Oui. Mais oui, voilà. Mais pour l'instant, en tout cas, voilà, c'est pas au calendrier encore, mais j'espère que ça le sera parce que c'est une course. Sincèrement, je l'ai fait comme voilà, c'est une course magnifique, le public, tout, Ah oui. Ça c'est vraiment le vélo, c'est le vélo que j'aime, quoi. C'est vraiment des choses quand tu le vis, même en tant que coureur. Tous les coureurs qui peuvent avoir la chance de le faire, je les invite à y aller. C'est ce genre de moment où tu prends plaisir, quoi. C'est clairement. Oui. Moi, je me regarde là le diffusé. Bah ouais, on voit là, sur la chaîne guadeloupéenne. On peut choper la course sur YouTube. Et ouais, ça arrive après le Tour de France et c'est un spectacle. Et voilà, il y a un côté. Ouais, non, moi j'adore. Tour de Guadeloupe, je vous le conseille à tous. Ouais, non, franchement, c'est top. Est-ce qu'il y a une vision, on va dire à moyen ou à long terme pour Eurocycling, pour encore aller plus loin, pour continuer à développer des choses, ou vraiment on est sur l'état d'esprit, ce que tu nous as expliqué en début de podcast, bah voilà, des sportifs qui voyagent et qui s'amusent, qui s'éclatent, mais est-ce qu'il y a, je sais pas, peut-être une idée de structurer davantage l'histoire pour essayer de peut-être aller voir encore un petit peu plus haut? Alors plus haut, c'est sûr qu'on va pas faire une pro team, hein, c'est pas l'objectif. En termes de budget, faut être cohérent. Par contre, oui. On avait ce côté, on voyage, mais l'idée quand même, c'est comme je te disais, c'est quand même d'avoir des résultats, d'avoir de la performance. On a un sponsor qui nous suit, Eurocycling Trip, mais clairement l'idée, ce sponsor nous aide, mais le jour où on a un sponsor titre, je veux dire le nom, le naming à vendre de l'équipe, c'est-à-dire que on cherche clairement un partenaire principal pour remplacer ECT qui viendrait toujours en partenaire, mais en second pour développer l'équipe. Quand je dis développer l'équipe, c'est pas forcément de suite passer en Conti Pro, mais rester en Conti, mais avec une structuration qui est quand même une meilleure structuration, un meilleur calendrier, étoffer les coureurs, avoir des conditions. Avoir des coureurs salariés, ça pourrait être... Exactement, tu peux donner... il y a des mecs, c'est quand même bien de pouvoir les dédommager un petit peu, même moi, tu vois, les staffs, c'est compliqué, dès que l'argent c'est le nerf de la guerre pour des équipes comme nous, donc avoir un petit plus de confort, pouvoir avoir des conditions un peu meilleures sur les voyages, essayer de développer l'équipe. Et puis clairement l'équipe, la base existe, on a une base saine qui tourne, ça fait un petit moment qu'on est quand même à Conti, c'est pas une équipe qui a fait 1 an ou 2, on a fait un petit moment qu'on est dans le paysage, mais on cherche vraiment à changer d'échelon et à structurer, à pouvoir avoir des salariés, à pouvoir vraiment avoir quelque chose qui
continuent avec un esprit, garder un peu cet esprit, mais se professionnaliser. Bon, mais clairement, le nerf de la guerre, c'est trouver un sponsor financier, et clairement, la conjoncture, elle est pas simple, hein, tout simplement. Donc c'est pas, voilà, on cherche, on travaille beaucoup au niveau de l'Asie pour essayer d'avoir une démarche parallèle de partenaires, mais bon, c'est pas limpide, d'où aussi cette année avec Stéphane l'idée de mettre un grand coup aussi sur le côté sportif résultat pour que on ait encore plus de chances de montrer que oui, on est une équipe, on a une bonne image. Donc d'ailleurs on a une bonne image par rapport aux organisateurs, aux coureurs, comme tu dis. On est plutôt sympathique quand on nous invite. En général, les gens sont plutôt contents de nous. Mais essayer de développer ça. C'est l'objectif. Depuis que je suis passé DS, clairement, c'est essayer de professionnaliser tout ça, de restructurer encore mieux l'équipe, de développer, de remonter le niveau de l'équipe clairement, et d'essayer de trouver un sponsor ou des sponsors pour cela. Clairement, à moyen terme, c'est ça, sur 2 ans, 3 ans, à peu près, ce qu'on veut essayer de faire, et puis après, on verra bien. Mais le sponsor, il doit venir réglementairement, il doit venir obligatoirement d'Asie, d'Océanie, ou un sponsor en Europe, par exemple, je sais pas, une jeune agence de voyage, parce que moi, je vois par rapport à l'ADN de l'équipe, enfin, clairement, une agence de voyage, enfin, quelqu'un qui serait dans le voyage, dans l'aventure, qui voudrait se développer, ça pourrait aussi coller, un naming, un sponsor en France ou en Europe. Il y a des projets comme ça. Complètement. Enfin, là aujourd'hui, Eurocycling Trip, c'est une compagnie australienne. Ça peut être complètement une compagnie américaine, française, canadienne. Mais bien sûr, il n'y a pas du tout de problème à ce niveau-là. Et effectivement, nous, on est quand même, on a une image. Le maillot est quand même présent sur tous les continents. Donc effectivement, s'il y a une structure qui a envie d'avoir une visibilité un petit peu élargie, clairement, ça peut être un bon outil au niveau de notre équipe. Donc c'est un peu aussi ce qu'on cherche, hein, clairement. Donc oui, je lance l'appel, hein, s'il y a des partenaires qui peuvent rentrer en contact avec nous. Je suis à leur disposition pour évoquer, et puis nous, en plus, on a notre identité, mais on est complètement ouvert à discussion, à calendrier, à tout, pour essayer de voir comment on peut, comment tous les intérêts de tout le monde peuvent se retrouver, quoi. Clairement. Oui. Je vais te vendre le truc, hein, mais moi je vois totalement l'intrigue, le storytelling, avec un bon CM qui ferait vivre un peu tout ça, et un voyagiste, et par rapport à l'ADN de l'équipe, et une aventure comme ça qu'on suivrait sur YouTube, sur les réseaux. Il y a déjà des choses, hein, sur le compte Instagram de l'équipe, mais renforcer aussi, mettre plus de moyens, professionnaliser tout ça. Il y aurait un super truc à faire. Voilà, une sorte les Rockets, TDT Unibet, vous faire pareil, sur le trip, un petit peu partout dans le monde, courir dans des endroits complètement atypiques, avec une équipe comme ça de mecs venus un petit peu du monde entier, dont certains Français, qu'on suivrait dans des endroits complètement dingues. En tout cas, le script est lancé. Guillaume. J'espère que il y aura des retours. Donc on n'hésite pas, bien évidemment, à aller juste pour discuter. Donc Guillaume Soula, on te retrouve sur Instagram, hein, c'est bien ça? Ouais, tout à fait. Facilement, l'équipe, hein, pareil, ECT Pro Cycling sur Instagram. C'est le mieux pour nous contacter, Instagram. C'est là où on est le plus présent. D'accord, on vous suit un petit peu sur Strava aussi, vous êtes? Oui, les coureurs, ils sont tous quasiment, effectivement. Ouais. D'accord, ok, on va suivre vos perfs, et puis on va suivre dès le 19 janvier, on va suivre le Pune Grand Tour, et on va bien évidemment être tous derrière Steph, en espérant qu'il même si le parcours est pas si compliqué que ça, en espérant qu'il nous ramène un beau résultat et une belle victoire. Merci infiniment pour ce Scooter du Guillaume. Mais merci à toi, c'était un plaisir. Et puis bonne continuation, hein, pour ce podcast, c'est cool. Oui, écoute, on continue, et puis on suit depuis le début les aventures d'Eurocycling, et on va continuer à suivre tout ça. Toujours un plaisir de parler, c'est ce qu'on aime, hein. Le podcast s'appelle Le Coup Tordu, donc dès que il y a des choses qui sont atypiques, c'est ce qu'on aime mettre en avant également dans ce podcast. Merci infiniment, Guillaume, et à très très vite tu préviens Steph, hein, si dès qu'il en claque une, il revient faire un petit tour dans le podcast. Aucun souci, je lui dis. Ok, ça marche, je compte sur toi. Merci Guillaume, merci beaucoup. Allez, au revoir.
Ciao, ciao. Et je vous rappelle qu'on se retrouve très très vite. 405e épisode du Coup Tordu qui sera disponible le vendredi. On sera le vendredi 17 janvier, vendredi 16 janvier, du 16 ou 17, je sais plus. Enfin voilà, vous aurez Valentin Gauss, le big boss de Side Limit. On parlera de l'arrivée de Decathlon CGM, CGA CGM dans le jeu. Allez, ciao les amis.